Bon, on est prêt. On est prêt. On va pouvoir enregistrer. Dans la joie et la bonne humeur. Et c'est parti. Ah, mais pour moi, Cannes représente un des plus grands festivals au monde du cinéma. Le chef-d'œuvre, comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le début du film. C'est un scandale! Un scandale! Nous déclarons le 71e Festival international du film de Cannes ouvert. Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné Spécial Cannes. Je suis David Honora et je suis très heureux de vous retrouver en direct de la quinzaine des réalisateurs qui nous accueillent sur la Croisette cette année pour ce premier numéro. Je suis en très bonne compagnie, en plus avec vue sur la mer. À mes côtés, Lucille Bélan. Ça va, Lucille? Ça va très très bien, et c'est vrai que cette année c'est un peu royal au bar, on est très bien accueillis par Cannes. Ah bah il fait beau, il y a les palmiers, il y a la mer, c'est magnifique. Et puis également avec moi Daniel Andreev, qui a eu le droit de venir à Cannes même s'il n'aime toujours pas Ready Player One. Comment ça va, Daniel? Bah écoute, ça va très bien, surtout que y a... toute Cannes s'est mobilisée pour interdire Ready Player One. Genre Ready Player One a été interdit de sortir à la fois d'Iran et à la fois de Russie, donc on est à la fond dans les thèmes de cette année. C'est une rumeur que je conteste, mais pour ce premier numéro, comme le festival n'a pas encore commencé, l'ouverture est dans quelques heures au moment où on enregistre, et comme on n'a pas encore vu de film, on va faire un petit panorama de la sélection, et je vous ai préparé, les amis, une petite liste qu'on va essayer de commenter en cherchant le film le plus adapté à chaque catégorie. Et on va commencer avec le film qui, d'après vous, va diviser la Croisette. Lucille, d'après toi? Alors moi je parie sur Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, parce qu'il y a une tradition compétition des réalisateurs français, d'auteurs un peu comme Bonello, et je parie, mais vraiment j'en suis presque sûre, qu'il va faire le grand écart dans les tableaux de critiques, parce que généralement c'est des films totalement incompris de la presse internationale, donc moi j'y crois. Alors vraiment là tu appuies sur les points centraux, les points vitaux que j'avais préparés. J'ai préparé qu'une seule chose, j'avais préparé une catégorie surprise qui est le film que la France va se toucher dessus alors que le reste du monde osef. Et je pense que le Christophe Honoré, on est bien dans cette catégorie, je pense que c'est ça. Et tu sais quoi, pour être sûr, ce qui est génial, c'est qu'il faut lire le pitch pour sentir le osef mondial. 1990, Arthur a 20 ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d'un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s'aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu'il faut le vivre vite. Et bah tu vois ça, je pense que le monde entier ils sont... Alors moi je pense que le film va être très beau, mais je pense que ça va parler à personne ou aux Français, quoi. Et surtout il y a un truc qui va être intéressant, puisque alors pour te dire il va partager, c'est qu'il y a Vincent Lacoste dans le rôle de Louis Garrel. Vincent Lacoste, les beaux gosses, ouais. etc. Et Vincent Lacoste va littéralement se muter devant nos yeux en Louis Garrel providentiel, quoi. Puisque Louis Garrel est un peu trop vieux pour jouer le Louis Garrel de Christophe Honoré. Donc du coup, quid de Vincent Lacoste, qui était quand même l'acteur le plus doué de sa génération. Est-ce qu'il serait pas méga doué chez Honoré? Moi j'y crois. Est-ce qu'il va pas se faire rattraper par la machine, et tu vois, avaler par contre il va se faire rattraper par Bière de Lindonchant probablement dans le film, mais c'est source insider, comme on dit. Alors moi, pour la division de la Croisette, moi j'avais misé un peu plus sur une valeur sûre. D'ailleurs, un film qui est présenté à la quinzaine des réalisateurs, c'est Gaspard Noé qui présente Climax. Moi je me dis, il y avait une sorte de consensus mou plutôt négatif sur son film porno Love, qui avait été présenté il y a quelques années en séance de minuit à Cannes, un film porno en 3D qui excitait beaucoup sur le papier et qui a peut-être un peu déçu les festivaliers. Là je me dis qu'il revient en force, et puis alors j'ai pas bien compris le pitch, mais je sais pas s'il y a une histoire de hamster ou de cobaye dedans. On va essayer de comprendre ça dans les jours qui viennent et on reviendra là-dessus. Voilà pour ce qui va diviser la Croisette. J'ai quand même un film qui, je pense, va diviser la Croisette, pour dire, parce que je vannais ah oui, t'étais pas sur le même titre. David Robert Mitchell, je pense qu'il y a des gens qui vont dire ouais, ça va être fabuleux, et les mecs qui vont faire tout ça pour ça. Donc il y avait déjà ça à l'époque de It Follows, d'ailleurs. Je pense que ça va arriver. Ça s'appelle Under the Silver Lake. C'est avec Andrew Garfield, et c'est un thriller qui se passe à Los Angeles. Alors, on va passer à une autre catégorie pour toi, Daniel. Le film devant lequel tout le monde va dormir. Ah bah ça c'est facile. Et parce que je peux te dire, je vais dormir devant. Il n'y a pas une seule fois où j'ai vu un film de ce mec sans jamais dormir. Et Nouri Bilge Ceylan, qui est un abonné de Cannes, qui nous pond Alat Agassi,
C'est des films turcs. J'adore. Alors d'abord, je trouve que picturalement, je trouve que vraiment il y a un truc. J'adore sa photo. Mais moi, j'ai aussi choisi ce film, mais je trouve Parce que tu sais que tu vas dormir. c'est pas forcément un sommeil désagréable. C'est ça qu'il faut dire. C'est que ça va être un sommeil très constructif, un sommeil régénérateur. Ça va être un sommeil moustachu, parce que faut pas oublier, il aime bien filmer des grosses moustaches. Très. Ça c'est. Il y a de la, un truc de moustache, il y a de la sueur, il y a des longues conversations quand même. Souvent. Il y a des cadres magnifiques aussi. Et c'est très beau. Et je pense que si David me le permet, on va se mettre à côté. Et on va s'endormir l'un sur l'autre. Moi j'ai prévu, tu sais, le coussin comme dans les avions, quoi. Et moi je respecte rien, j'ai pensé tout de suite à Burning de Lee Chang-dong, parce que je suis désolée, mais je reste méga hermétique à son cinéma. Et le mec, il a déjà eu un prix d'interprétation pour l'actrice de Secret Sunshine, prix du scénario pour Poetry. Et jamais j'ai compris pourquoi il y avait autant de prix. Donc il va probablement avoir un prix. En général, c'est les films que j'aime le moins. C'est parce que les jurés s'endorment et du coup ils culpabilisent. Je suis pas sûr qu'il aura un prix, mais par contre, ces films, moi, c'est pas le sommeil qui m'inspire, mais c'est l'oubli. C'est-à-dire, je les ai tous vus. Tous ceux que tu as cités, je les ai tous vus. Et genre, Secret Sunshine, je sais que c'est une femme en crise. Tout le monde meurt autour d'elle. Et la Poetry, c'est une femme qui a Alzheimer. Et à chaque fois, j'oublie ces films, en fait. Je fais, ah oui, j'ai vu ça. C'est la souffrance qui te fait oublier. C'est les films coréens d'export, hein. Vraiment. Et puis le marché interne. C'est deux films qui ont été un petit peu calés pour ça, parce que alors déjà, ils durent très longtemps. Le Nourri Bichelan, ça s'appelle Le Poirier Sauvage, dure 3h10. Quand même. Alors, si je m'endors pas, je suis prêt à mettre de l'argent sur la table. Et le Lee Chang-dong, on est sur du 2h25 ou quelque chose comme ça. Et ça a été un peu programmé en fin de festival quand t'es bien rincé. Quand t'es bien dead. C'est conçu pour, c'est peut-être un. Voilà. On va passer maintenant au film qu'on va devoir faire semblant d'avoir super bien compris. Et je te donne la parole, Lucille. Mais je suis obligée de le dire, mais le livre d'images de Godard, High vu five. que je comprends rien à Godard, je kiffe, hein. Godard, je suis fan, j'achèterais des t-shirts avec sa tête et tout, mais honnêtement, je suis à peu près sûre de sortir et de me dire, mais je suis méga trop conne, quoi. Et je sais que c'est le principe. Est-ce que je peux rebondir, parce que moi je me suis tapé, je me suis farci tous les Godard récents. Bon, c'est un film, c'est du cinéma un peu gâteux, mais il y a toujours 5 minutes vraiment brillantes. Et il faut gauler ces 5 minutes, et en général elles sont à la fin. Je pense lequel, c'est celui qui se passe sur un paquebot, c'était Film Socialisme. Film Socialisme, qui existe en bouquin, et donc le bouquin reprend exactement les 5 dernières minutes du film. C'est vraiment super. Je conseille plutôt de lire Film Socialisme, le bouquin adapté du film. Notre musique, c'est chiant à crever, sauf les 5 dernières minutes. Donc je peux te dire que on va dormir, et alors les 5 dernières minutes, on va se réveiller pour le petit montage final. C'est un petit côté Paris dernière où tu sais que tout se passe à la fin. Voilà. Ouais, moi je pense que Godard, faut pas y aller pour essayer de comprendre. D'ailleurs, on n'a pas besoin forcément de comprendre toutes les œuvres d'art ou tous les films. Et aussi, il y a un conseil que je donnerais pour voir les films de Godard, surtout les récents, c'est de ne pas oublier d'envisager qu'il y a peut-être de l'humour. Et beaucoup de gens qui rejettent Godard en fait ne voient absolument pas la possibilité de l'humour, et voient forcément un truc très austère, en partie à cause des sujets, mais voilà, il a un esprit qui même intellectuellement fonctionne sur le jeu de mots, sur des choses comme ça. Et donc voilà, faut garder ça. Allez voir ça comme si c'était un Franck Dubosc. Et ça passera tout seul. Alors Franck Dubosc suisse. Moi, j'ai pensé à un autre film qu'on allait faire semblant d'avoir super bien compris. C'est le film russe de Kirill Serebrennikov. Pourquoi on va faire semblant ? Parce que déjà, il passe au tout début du festival. Donc, au début du festival, ça va être un film dont tu vas être obligé de parler pas mal en soirée, etc. Et que tu vas devoir inventer un peu des analyses sur le truc. Et puis, Kirill... Tu parles de L'été de Kirill Serebrennikov. J'ai vu un clip qui tourne déjà sur YouTube, où tu vois les mecs, vraiment, c'est des beatniks. Mais ça parle de rock, hein, ça va être cool. Des années 80 de Russie. Alors, il va y avoir tout un sous-texte sur la Russie contemporaine qu'il va falloir faire semblant de comprendre. J'ai énormément la foi dans ce film, parce que d'abord, le rock'n'roll fait partie d'un des trucs de libération de la Russie. En plus, c'est un truc qui me touche, et que... on rappelle que tu es russe. Je suis russe, enfin, je suis né en France, mais je suis russe de cœur. Et il y a un truc vraiment qui se passe avec le rock'n'roll, et qui met en scène le rock dans le cadre de la libération. En plus, ça se passe en grande partie à Leningrad, qui est aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Donc il y a vraiment un truc qui est
je sens que peut-être que ce film va capturer l'air du temps. Je vous recommande d'aller sur YouTube et de regarder le clip de Liat qui circule déjà. Pour le trouver, c'est difficile quand c'est Daniel qui le prononce. C'est Leto. C'est Leto. Et si vous pouvez trouver que en cyrillique, parce que je l'ai vu que sur les sites. Ok, désolé. Bon courage. Mais franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait ah putain, c'est Fox Searchlight Russie quoi. Tu sens que c'est ça. Il va falloir que tu mettes le lien sur ton Twitter parce que sinon ça va être on va galère. pas s'en sortir. Alors, on va chercher maintenant, Lucille, le moment le plus gore du festival. Où est-ce qu'on va le trouver ? Alors, j'ai repris tout le catalogue parce que j'ai vachement réfléchi à cette question. Ça m'a pas paru évident. D'habitude, en fait, généralement, c'est les Mexicains qui nous amènent les scènes les plus gore. Ça manque un petit peu de Mexicains cette année. On n'a année. pas beaucoup de Mexicains. Et ben, j'ai trouvé chez Alejandro Fadel, qui est un Argentin, qui est le mec qui avait fait Los Alvarez, qui était, je pense, à la Semaine de la Critique, qui était un film avec une vraie violence sourde, un truc un peu poisseux qui se passait dans la Pampa. Et là, celui-ci est en mode un peu serial killer. Je pense que c'est à un certain regard et je pense qu'on va s'en prendre plein la tête. Alors tu dis serial killer, du coup je me permets de rebondir avant Daniel. À mon avis quand même Lars von Trier, il en a sous la pédale. Je crois qu'il y a une photo qui circule où tu vois un mec qui bouge un cadavre ou quelque chose comme ça. En fait, c'est un film sur moi, dans le mec, il y a une femme décapitée, si vous voulez, il y a du niveau. Non, mais parce que Lars von Trier, là, il est parti donc, sur un film sur un serial killer dans les années 70, incarné, d'après ce que j'ai compris, par Matt Dillon. Et Lars lui-même, qui revient à Cannes en camping-car après des années d'exil, l'a annoncé comme le film le plus brutal de sa carrière. Voilà, quand on se souvient, non mais quand on se souvient de ce qui se passe dans Antichrist par exemple, voilà, on peut se dire que ça peut être assez gore. Daniel, t'as pensé à quoi ? Alors moi, mon moment le plus gore, c'est évident. Moi, ça m'a sauté aux yeux par contre. C'est Solo, A Star Wars Story, qui est projeté à Cannes hors compétition. Mais si je peux pas, c'est PG-13. Si je peux pas bâcher un petit peu, parce que ce qui est génial avec Solo, A Star Wars Story, c'est que depuis le temps qu'on connaît le film et on suit un peu comment s'est développé le film, qu'on a vu que le premier trailer a filtré en janvier, ce qui est super tardif quand tu sors en mai. Et que tu savais rien du film et que la seule manière de s'informer, s'il fallait regarder l'Instagram de Ron Howard, qui est le réalisateur qu'ils ont appointé au dernier moment pour le réaliser, j'ai l'impression de voir un accident ferroviaire au ralenti. Et il y en a beaucoup sur YouTube, tu sais, des gens qui filment leurs jouets au ralenti, des crashs de train. J'ai l'impression de voir ça en fait. J'ai l'impression de voir, ils sont en train de défoncer Star Wars en temps réel devant nous. Plus jamais ça sera pareil. Je pense que c'est vraiment le Star Wars. C'est tout à fait dans les cordes de Ron Howard en plus. Ils ont pris un maker quoi. Ils ont pris un mec qui ça va être génial. Ça va être génial parce que ils vont annihiler Star Wars parce que Star Wars c'est fait pour les enfants. Ils ont perdu le public des enfants. Là, ils vont perdre les adultes. Non, mais les enfants. Non, mais ils n'ont pas perdu tout. Enfin, on verra. On va en reparler. Tu n'as pas d'enfants, mais je peux te dire que les enfants. Non, moi j'y crois Star Wars. Ils jouent à Lego Star Wars. Ouais. Mais je ne parle pas pour les enfants. Alors, on va passer. Donc, on en reparlera de Solo dans un prochain podcast parce que on va se sentir un peu obligé d'aller le voir. On passe du coq à l'âne et donc du moment le plus gore au moment le plus cul. Parce qu'il y a toujours des trucs un petit peu olé T'as pensé à quoi, Daniel ? Alors moi c'est évident quoi. Enfin c'est évident non parce que j'ai cherché un moment cul et en général moi je sais pas ce qui représente le cul en fait vraiment à Cannes. Faut que je vous dise aussi que c'est ma deuxième fois hein. L'année dernière je faisais le noob, là maintenant je fais tu disais c'est ma queue. J'ai bugué 2 secondes. Je me suis demandé ce que t'allais dire. Mais il faut que je vous dise, et je pensais pas dire ça un jour, mais le grand bain de Jules Lelouch. Parce qu'il y a quand même Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poulvorde et Philippe Catherine en slip. Ça peut facilement et déraper. Jean-Hugues Anglade, je sais pas s'il est en slip. Et en plus, dans les autres rôles, il y a Marina Foïs, il y a Virginie Efira. J'ai l'impression que c'est un melting pot de tous ses potes qu'il a eu. Il avait un WhatsApp. Il y avait un WhatsApp où il y avait tous ses potes. Il a dit viens, on fait un film sur. Alors c'est de la natation synchronisée. Philippe Catherine qui fait de la natation synchronisée. J'ai envie de voir ça. C'est sexy sur le papier. Faut
faut pas oublier que Philippe Catherine, c'est le meilleur zoom de narine de l'histoire du cinéma dans la tour de contrôle infernale. C'est quelqu'un qui a un gros potentiel. Mathieu Amalric en slip, je sais que des personnes à cette table, je ne te regarde pas David, sont pas insensibles à son charme. Guillaume Canet qui est un peu en train de faire son tien au pantin en slip. Non, vraiment gros potentiel. Donc le Grand Bain, j'attends avec beaucoup d'impatience, surtout qu'il sort en octobre en salle, donc on l'a vraiment avant. Et toi, Lucille, alors j'avais l'impression que tu t'attendais à un consensus. Ben oui, parce que ça paraît évident qu'on parte sur Climax de Noé. Parce que je rappelle quand même que la dernière fois, il a éjaculé sur toute la salle du Grand Théâtre Lumière en 3D. Et en fait, comme son cul m'excite pas du tout, moi j'ai réfléchi un peu sur autre chose. Et j'avoue que je pense que je vais trouver chez Honoré des scènes de sexe qui devraient être assez cool. Avec Lacoste, justement, et de la Donchon. Que tu as déjà cité, du coup, tu l'attends particulièrement. Avec impatience. Alors moi, sur le moment le plus cul, j'ai un peu hésité. J'ai pensé à un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, puisque Vanessa Paradis, d'après ce que j'ai compris, il joue une productrice de films porno gay, donc à un moment, il doit y avoir quand même du sexe dans l'histoire. Mais en même temps, il faut se méfier à Cannes des trucs annoncés un petit peu chauds. Mais ça, c'est en fait, ne le sont pas, et inversement. Et c'est pour ça que, à mon avis, Daniel, avec Philippe Catherine, a peut-être vu juste. Non, mais ça, c'est le classique. Tu dis, ouais, on va s'éclater. Et puis tu regardes et ça finit en romance X de Catherine Breillat, quoi. Et du coup, Lucille, je te propose d'enchaîner avec le film par lequel le scandale va arriver. Bah, cette année, on a un vrai potentiel de fauteur de troubles avec du coup Lars von Trier qui revient. Il y a quand même qui nous a fait des magnifiques sorties. On a Godard, son film revient, mais lui va peut-être s'exprimer d'une manière ou d'une autre, donc on l'attend aussi. Mais je sais pas, je parie sur Noé quand même, parce que via Maraval, son producteur, on a quand même eu des phrases qui étaient pas dans l'amour du cinéma. Et ouais, je sais pas, je le sens comme ça. Il est dans une toute petite salle, il passe à 8h, il est pas dans le Grand Théâtre Lumière cette fois-ci, dans une petite salle à 8h45. Je pense qu'on va peut-être s'en parler longtemps. Pas une si petite salle, ce sera la première projection à la quinzaine d'heures. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est pas la salle de gala, c'est-à-dire c'est pas en officiel. Oui. Et alors toi, Daniel, à quoi t'avais pensé ? Au début, je pensais à Dogman, un film italien où c'est un toiletteur pour chien qui tombe dans la spirale. Rien que de dire ça m'éclate. Un film de Matteo Garonne. Oui, il tombe dans la spirale de la violence et du machin. Et tout en élevant son chien, je trouve que ça a l'air d'être le pitch le plus cool. Mais ça dépend de où est le scandale. Parce que nous, le scandale, c'est encore, comme tu disais, l'éjaculation sur écran ou ce genre de choses. Mais au Japon, le scandale, c'est d'être malhonnête. Et le Koreeda, c'est quand même... Le Koreeda, c'est une histoire d'une famille de kleptomanes. Ce qui est absolument improbable, puisqu'au Japon, je le rappelle, pour réserver sa table dans les Starbucks, on met son portable. Au McDo aussi, on pose son portable sur et genre en France, tu te le ferais faucher, mais genre à Cannes direct. Mais ouais, donc ouais, ça dépend où se situe le scandale, mais je pense qu'au Japon, ce film c'est de la SF. Donc voilà, moi je parie. Ça fait très envie. Moi, voir Koreeda filmer ça, des personnages qui sont complètement en fait à côté de la société japonaise, il y a un truc assez intéressant. Je suis très hypé par le Koreeda. Un film par tous les 8 mois maintenant. Oui, il a une productivité en ce moment. Il a un film en salle actuellement. Le troisième meurtrier. Qui était déjà sur la justice d'ailleurs, sur la question de la société et de la justice. C'est son sujet, c'est son nouveau sujet. Ouais, mais alors... attends, il a quitté quand même tout le truc de papa c'est dur et tout. Voilà. Et alors moi, pour le film par lequel le scandale va arriver, j'ai pensé à Genoux les gars d'Antoine Desrosières. C'est un film... Alors j'ai compris très peu de choses sur le sujet. En fait, Thierry Frémont en a parlé un petit peu à la conférence de presse. Et à un moment, il s'est un peu perdu les pédales en répondant à une question, en disant « Ah oui, mais il y a un film un peu... sur l'affaire MeToo. » Enfin, il avait l'air de vouloir dire un truc qu'il n'a pas dit. D'après ce que j'ai compris, j'ai l'impression que toi t'as dit un truc t'as pas dit. Non mais c'est ça, mais en tout cas ça avait l'air louche. Donc je me dis il y a peut-être un scandale qui couve, je sais pas, j'ai l'impression que ça se passe un peu, il y a une histoire dans une cave, bon. Notez ce titre. Dans un parking, et le film est interdit aux moins de 16 ans déjà. Voilà. Ah, toi t'es plus informé que moi. Mais ouais, parce que du coup ça fait vachement chier la production et tout, parce que c'est un film sur les jeunes et du coup ça va les couper probablement un peu du public qui veulent toucher. Ouais mais bon, fallait pas faire scandale à Cannes, je l'avais dit.
Alors maintenant, on va passer à un truc un petit peu plus dramatique et on va parler des premières larmes de Cannes 2018. D'après toi, Lucille, quand est-ce qu'elles vont couler sur tes joues ? Moi, je parie sur Rafiki, qui est un drame kényan, qui a un certain regard et qui est sur les amours, enfin l'amour entre deux femmes et qui est déjà interdit dans son pays. Et on les connaît, ces films-là, qui sont très importants politiquement. Il y a toujours un moment où effectivement l'histoire qui est belle bascule et je suis pas sûre d'encaisser ça. D'ailleurs, c'est le tout premier film kényan sélectionné à Cannes en fait. Et j'avais aussi choisi ce film et je l'avais aussi mis notamment parce que il passe assez tôt dans le festival, que ça a l'air assez émouvant comme histoire. Les images sont magnifiques. Et ouais, il y a un côté un petit peu, ça ressemble à une photo un peu fluo à la Benoît Deby qui donne plutôt envie. On va découvrir ça très bientôt. Et Daniel, alors pour les larmes ? Alors moi je pleure pas, voilà. je pleure pas. Non, si je pleure pas si facilement et surtout pas à Cannes. Moi il faut me prendre à revers. Il faut me mettre un Dwayne Johnson avec un singe géant. Tu vois là, ça me donne envie de pleurer. Mais non, moi je suis très fan de Jazz & Que. J'ai déjà pleuré pour un Jazz & Que. Je trouve que c'est des films beaux, d'une beauté. C'est extraordinaire. C'est vraiment un de mes cinéastes préférés de tous les temps. Donc je pense que même si c'est un film d'époque, c'est un film avec de la pègre et tout, mais je pense que ça a le potentiel. J'ai envie de ce film. Voilà, j'ai envie. Verser une larme émue par la beauté. Après, tu sais quoi, tu peux pas commander les larmes, mais ça vient. Voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu gêné à l'idée de me dire qu'est-ce qui va m'émouvoir, alors que peut-être pas. Alors, t'as peut-être été plus inspiré par la catégorie suivante, le plus gros fou rire du festival. Bah, écoute, moi j'ai toujours un rire moqueur, tu vois. J'ai déjà cité tous ceux dont je vais me moquer. Mais on se souvient l'année dernière qu'on avait fait une émission spéciale comédie autour de Michael Haneke. C'est vrai. Et Haneke n'est pas là, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a trouvé un mec qui lui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau dans la rue. Et on s'est fait putain, c'est Michael. C'était plutôt Robert. Cannes, c'est beaucoup le lieu des presque vedettes. Et je pense que j'ai beaucoup de potentiel pour le Spike Lee, parce que Spike Lee, à défaut d'être resté un bon cinéaste, il est quand même un mec assez drôle. Et là, c'est ni un remake de Old Boy, ni un film de Spike Lee qui a l'air débile. Ça a l'air d'être un retour au Spike Lee tradi. Très politique, hein, ça a l'air. Il est très étrange le pitch. Avec Spike Lee, j'ai toujours le bon espoir de moins d'avoir du. C'est l'histoire d'un policier afro-américain qui s'infiltre dans le Ku Klux Klan. Donc sur le papier, c'est hyper enthousiasmant. Je pense que ça peut être trash talk, tu vois un peu. Et moi, j'aime bien le trash talk, quoi. Mais du coup, tu vas avoir un fou rire devant ça. C'est-à-dire qu'une fois que je viens d'expliquer de quoi ça parle, ça paraît bizarre. Non, mais en vrai, le truc que je sais où je vais un peu rigoler, c'est le Mamoru Soda qui est diffusé à la quinzaine, si je me souviens bien. Donc Mamoru Soda, qui avait réalisé avant Les Enfants Loups. C'est ça. Les Enfants Loups. Alors c'est pas mon préféré. Moi, je préfère Summer Wars, qui est vraiment mon préféré de Soda. Mais il a fait Les Enfants Loups, il a fait L'Homme et la Bête, et son précédent. Et là, il s'éloigne du côté Furries, donc il a beaucoup d'espoir de me retrouver. Alors Lucie, je suis pas très en fait, finalement, on est parti sur le même truc parce que du coup, j'ai noté direct À genoux les gars, qui du coup parle de revenge porn. Grosse éclate aussi, mais énorme éclate, et c'est pour ça que humour particulier. Je comprends pourquoi Frémaux en a parlé comme ça, mais en fait, le film est une sorte de suite d'un moyen-métrage qui avait cartonné qui s'appelait Aramiste, avec les mêmes actrices qui étaient co-scénaristes et qui avaient une tchatch de dingue. Et là, on retrouve ces deux comédiennes qui ont, je sais pas, une vingtaine d'années, qui jouent des gamines de 17-18 ans. Et oui, ça va être un petit peu dur en termes de problématiques, mais ça va certainement être traité de la manière de la comédie. Et donc de la comédie, on va quand même, je pense, bien s'éclater. D'accord. Alors moi, pour le plus gros foire du festival, moi, j'avais pas forcément d'idée. David, la grosse déconne, dis-nous tout. Mais c'est vrai que j'étais encore parti dans votre état d'esprit, parce qu'on le connaît, le festival de Cannes. Il est un peu taquin, il nous fait des trucs. Donc par exemple, faut se méfier des titres. Notamment, il y a un film qui s'appelle Les Chatouilles. Tu te dis, ça va être plutôt rigolo, mais je crois que ça parle un peu d'inceste, ça parle d'attouchement sexuel, sexuel sur des enfants. Donc voilà. Alors après, dans le genre de film bon esprit, il y a deux films en compétition, peut-être Capharnaüm de Nadine Labaki et aussi Yomedine, le premier film
égyptien qui est en compétition également, qui est présenté comme une comédie. Mais il y a toujours un twist, c'est-à-dire que là, par exemple, c'est une comédie avec un personnage lépreux. Donc voilà, c'est le twist. C'est le twist. Ça décale. C'est la déconne Festival de Cannes. Quoi. Moi, donc, tous les films qui ont toujours été présentés comme des comédies à Cannes, j'ai jamais compris pourquoi. Alors la question, c'est que de toute manière, l'année dernière, c'est une comédie qui a gagné, The Square. Et, grand film mais qui n'était pas vendu comme qu'on ça. avait aimé à nos ciné. Je peux te dire que David, quand il est sorti, il a dit Palme d'Or direct. Pour une fois, la vision a été. Qu'on avait aimé, sauf toi, Lucille, je me souviens. T'as dit quoi, que c'était un film de nazi, c'est ça? Bon, on enchaîne parce qu'il y a encore quelques catégories à traiter. Et donc après le plus gros foire, on va sortir un petit peu des projections parce que encore une fois, là, je vous dis, j'ai vraiment la mer sous les yeux, le soleil. Daniel, vous le verriez, Daniel. Enfin bon, c'est extraordinaire. On va parler de La fête où il faudra être. À votre avis, le film qui va créer l'événement plutôt côté soirée. Daniel. Alors moi je suis pas un mec très festoyard contrairement à ce que tu pourrais croire. En plus moi je suis venu à Cannes, je n'ai aucun plan. Hein. Moi j'arrive, je débarque, rien du tout. Donc pour moi la fête où il faudra être, c'est la fête qui n'est pas là, c'est la fête Netflix. Puisque souvenez-vous, l'année dernière Netflix c'était les rois du pétrole, ils possédaient un immeuble entier ici, il y avait des affiches Netflix partout. Tout le monde parlait que de Netflix. Tout le monde a des vitalités du cinéma. Ils avaient Okja, ils avaient le dernier Noah Baumbach, ils en avaient encore un autre. C'était Bushwick qui était vraiment pas terrible, qui était super indigent. Lequel? Oui, à la quinzaine des réalisateurs. Oui. Non, mais vraiment. Mais il y avait une vitalité Netflix et là, oups, il y en a plus. Parce qu'ils sont personnes à regarder, donc du coup la teuf elle a été whoops et du coup en fait c'est presque celle-là. En fait j'aurais voulu être à la teuf de Netflix 2017. Il y aura peut-être une petite contre-soirée Netflix, un barbecue sur les hauteurs, je sais pas. Faudra suivre le truc. Chez Henri Michel, qu'on salue, Henri Michel du podcast Riviera Détente avec qui on a déjeuné tout à l'heure. Alors Lucille, d'après toi. Écoute, moi je trouve on est d'accord que les soirées de la quinzaine des réalisateurs et de la semaine de la critique sont les meilleures soirées, mais je sais pas, je parie sur une soirée porno paillettes du film de Yann Gonzalez parce que pourquoi pas. Bah oui, hein, c'est présenté comme ça. J'ai envie d'y aller là d'un coup. Mais ouais, non mais en fait c'est toujours un peu les soirées fantasmées. On se dit toujours qu'il y a des films qui feraient des cool soirées et au final les soirées sont un peu moins cool que l'idée qu'on en a. Moi le Yann Gonzalez, je pense que c'est une vraiment très cool soirée. Alors moi j'ai eu un peu la même réflexion que Daniel. J'ai pensé à Netflix et mine de rien, il y a un film qui est présenté à Cannes et qui va être dispo sur OCS en France une semaine après. C'est Fahrenheit 451. Exactement. Et je me dis que va sûrement y avoir de la thune pour cette soirée parce que c'est produit par HBO, il y a OCS. Voilà, il y aura Michael B. Jordan, donc c'est l'acteur principal du film. C'est donc une nouvelle adaptation du bouquin qui avait déjà été adapté par François Truffaut, donc la remise au goût du jour. En plus, le film peut valoir le déplacement. Et voilà, je pense que finalement, c'est avec Solo l'autre gros rendez-vous américain qui également est hors compétition. Voilà, mais en même temps, il faut avouer que les soirées américaines, les trucs où en fait tu ne peux pas accéder parce que c'est trop select, c'est pas forcément les meilleures soirées, et un petit barbecue sur les hauteurs ça peut être plus sympa. Alors on va passer à une autre catégorie, la révélation de l'année. Lucille, à qui tu as pensé? Ça peut être un interprète, un cinéaste. J'ai pensé tout de suite. Les restos changent pas beaucoup ici. J'ai pensé aux actrices de Rafiki évidemment, mais en fait, je vais partir sur Swad Arsan, qui est dans À genoux les gars, que du coup je connais déjà dans Aramiste, et je pense que ça fait partie vraiment de la jeune génération de comédiennes françaises qui va faire parler. Donc on note le nom Swad Arsan. Swad Arsan. Et pour ma part, j'ai repéré un petit jeune qui débute. Je pense que Vincent Ladon, je sais pas si vous le connaissez, dans le film de Stéphane Brisé, je pense que non, plus sérieusement, Marcelo Fonte dans Dogman. Je pense que c'est un mec qui joue avec un chien, donc il va bien jouer. Et toi, le coup du toiletteur, ça t'a... non, mais moi je pense que le film, le monde manque de gens qui s'occupent de chiens. Et en plus, je suis en train de penser à faire avec mon partenaire de Super Ciné Battle un Airbud Super Ciné Battle en fait. Puisque il y a 16 films de Airbud. Ah oui, quand même. Ouais, parce qu'il y a Airbud, mais il y a aussi les Airbuddies. Et il y a toute une galaxie. Ils font des sports différents. Ils font des sports différents. Ensuite, ils sont dans l'espace, dans le temps et tout. Voilà. Donc, je
Je suis pour les films avec les animaux. J'ai vu Airbud dans l'espace, c'est vraiment pas très bien. C'est pas très bien. Ah non. C'est mignon. mais Viens c'est pas classer très bien. avec nous. Et alors moi, pour la révélation de l'année, pardon, j'ai misé sur un cinéaste dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, Abe Shoki, c'est le réalisateur égyptien de Yomedine, qui est en compétition. C'est le seul premier film en compétition. Et en général, depuis quelques années, pour se hisser jusqu'en compétition avec un premier film, il faut avoir du niveau. Un des exemples récents, c'était Laszlo Nemes, avec Le Fils de Saul, qui avait au final failli décrocher la Palme d'Or. Il avait eu le grand prix du jury. Voilà, tout le discours de Frémaux a été de dire à quel point l'exercice de la compétition était difficile. Donc, envoyer un premier film là-dedans, en plus un film qui a été apparemment... ils ont reçu le film sans trop savoir ce que c'était, et la découverte a été comme ça. Voilà, je me dis que ça peut être solide, et ça peut être quelque chose qui va nous retourner. On verra ça. Et on arrive aux toutes dernières catégories. C'est un peu nos prix avant l'heure, hein, sans avoir encore rien vu. La première, c'est la Palme du Cœur. En gros, c'est le film super, mais qui, d'après vous, va repartir bredouille. Daniel. Alors, je peux pas, tu l'as mentionné, mais je peux pas ne pas le rementionner. Fahrenheit est hors compétition, mais il y a Michael B. Jordan en uniforme cuir noir. Donc ça, je suis plutôt... je veux dire, c'est ma palme de cœur. Il y a Michael Shannon en uniforme cuir noir. Je veux dire, c'est sexe, tu vois, sur le papier. Je pense que Spike Lee va repartir sans rien. Et bizarrement, plus je suis ici, plus je sens que le Spike Lee peut être bien. Et sinon, Zimna Vauna, film polonais, donc... c'est une histoire d'amour. Si elle mérite en plus de ne durer qu'1h24, donc en noir et blanc, au moment de la guerre froide, entre je sais plus quoi, c'est un pianiste, un musicien et une chanteuse qui se déroule entre la Pologne et Paris. Ça peut être beau, ça peut m'émouvoir, et je pense que ça repartira sans rien du tout. Voilà les trois qui vont repartir bredouille, c'est sûr. Ah, toi, t'as fait une distribution de palme du cœur. Ouais, non, Beaucoup de générosité. mais surtout que c'est compliqué de faire une palme du cœur sans Ah avoir bah vu oui. le film. Ah oui, Ah, mais c'est le talent, ça. Alors toi, Lucille, à quoi tu as pensé? Moi, je pense à Heureux comme Lazaro d'Alice Rohrwacher, parce que j'avais adoré Les Merveilles, qui était son précédent film en compétition aussi. Et je pense que ça va être top, ça va être génial, et ça va être dans ceux qui vont être oubliés très probablement. Alors moi, à l'inverse, je pense que justement, c'est même à mon avis, sans avoir vu le film, et du niveau de ce que je pense des Merveilles, que j'ai aussi beaucoup aimé, je pense qu'au contraire, c'est une candidate sérieuse pour la Palme d'Or. Elle avait eu le grand prix du jury avec ce film, mine de rien, la dernière fois. Et donc souvent, ceux qui ont un peu tourné autour, ils finissent par l'avoir. Donc je me dis pourquoi pas. Je kifferais. Hein, si mais je c'était suis le cas. très nul en pronostic. Attends, l'année dernière, tu l'as eu bon. Et c'est rare. Et du coup, moi j'ai pensé pour cette catégorie à Jason Ke. Je suis comme Daniel, je trouve que c'est un incroyable cinéaste qui aurait pu, déjà pour son précédent film présenté à Cannes, vraiment mériter la Palme d'Or. Sur Touch of Sin, où il avait eu un prix, il était tombé l'année de La vie d'Adèle, où il y avait vraiment eu un consensus pour le film. Voilà, j'aimerais beaucoup que Les Éternels de Jason Ke soient au niveau auquel il nous a habitués, et dans ce cas-là, ça pourrait vraiment mériter un très beau prix. Mais voilà, j'ai peur que ça passe à côté, que le jury de cette année soit pas forcément le plus adapté. Je suis fan de Jason Ke, j'espère qu'il n'y a pas une palme d'or, mais après je me dis c'est cette année, sinon après c'est fini. Non, parce que les gens ils se disent, les cinéastes, ils en ont encore plein à produire, puis Almodovar il a toujours pas eu de... Et oui. sa grande palme, la vraie quoi. Donc ouais, moi je suis très Jason Ke, et puis sinon je pense que Liat a un gros potentiel parce que Liat, que vous pouvez donc, retrouver sur le Twitter de Daniel si vous n'avez toujours pas compris comment ça s'écrivait en cyrillique. Donc l'été, mais c'est que 4 lettres, c'est un L, un E, un T et un O quoi, c'est pas compliqué. Et alors on va passer à la dernière catégorie. Juste pour dire que ça fait partie de ces cinéastes qui en plus n'ont pas le droit de sortir du pays ou sont en tôle. Et ça a l'air d'être le leitmotiv cette année, donc il faudra, je pense que ça peut jouer parce que les palmes de soutien, ça existe aussi quoi. Ah, donc là tu étais en train de donner, tu as directement enchaîné la dernière catégorie en donnant du coup ta Palme d'Or. Ouais, voilà. Alors que je devais faire un petit roulement de tambour. Ah pardon, excuse-moi. Mais parce que tu m'as lancé sur mais Jason Ke. C'est vrai qu'il y avait la Palme du cœur. Il y a Jason Ke aussi, je sens. Donc voilà, donc là bon,
oubliez ce que vous venez d'entendre, mais en fait, vous vous en souvenez. On passe donc à la toute dernière catégorie. On essaye d'imaginer à l'avance quel film va décrocher la Palme d'Or. On se mouille. Daniel a tout misé sur l'été et Jason Q. Double Palme d'Or. Ah bah oui, non mais Jason Q, c'est son année, sinon c'est foutu, c'est comme Almodovar. Et sinon, est-ce que vous êtes au courant que ce soir il y a Asghar Farhadi, Todos lo saben, personne ne mise dessus. Alors ça, si tu paries là-dessus, t'es là. En ouverture, ça peut arriver. Et alors du coup, toi pour la Palme d'Or, Lucille, à qui moi, double Palme d'Or, Jason Q évidemment, et le Ceylan, le poirier sauvage, parce que non, mais tu te fous. parce que voilà, pour qui moi aurait donc sa deuxième Palme d'Or après Winter Sleep. Bah mais il y a des gens qui l'ont fait, hein. Mais j'ai juste. T'as vu le climat? Non. Il climite, je le mentionne très souvent parce que c'est un des films de Ceylan qui me fascine complètement. C'est un des films les plus chiants de l'univers. Mais par contre, le trailer est intense. C'est genre 2 minutes d'intensité alors que tu vois, c'est dilué en 3 heures et demie. Il a comprimé tout le truc tendu du film, il l'a comprimé en 2 minutes. Tu comprends pas ce qui se passe. Il y a des gens qui rient, des moustaches. C'est super flippant. Je peux pas te dire de quoi parle le film, mais voilà. Je te conseille Le Climat. C'est son film le moins ambitieux et son meilleur trailer. Le trailer du Climat. Le trailer est extraordinaire. Que vous retrouvez aussi sur le Twitter de Daniel. Caméra Robotics. Et alors moi je vais conclure avec mon pronostic pour la Palme d'Or. Alors moi je suis vraiment très 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 nul en pronostic. C'est parce que Daniel disait tout à l'heure que j'avais annoncé, c'est-à-dire j'avais aimé l'année dernière The Square, je n'avais pas dit qu'il allait avoir la Palme d'Or, ça je ne le savais pas. Et cette année, je mets une petite pièce et j'aimerais beaucoup que ça se réalise pour Black Landsman de Spike Lee. Parce que pour moi c'est vraiment un des plus grands cinéastes de tous les temps qui a connu une chute qualitative quand même assez importante ces dernières années, et j'aimerais beaucoup que son retour à Cannes soit aussi le signe d'un retour en grâce et d'un retour en forme surtout, et voilà, le sujet du grand Spike Lee sur ce sujet-là, ça peut être vraiment extraordinaire. Donc on découvrira ça dans à peu près 11 ou 12 jours. Qui aura la Palme d'Or remise par le jury de Cate Blanchett. Merci Lucille, merci Daniel, merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de Nos Ciné Spécial Cannes. Merci à la quinzaine des réalisateurs de nous avoir accueillis dans ce bel espace à la Malmaison, avec encore une fois une vue splendide sur la croisette que vous voyez tout à fait par les oreilles dans ce podcast. Merci à Camille, à Alban, à Quentin pour la prod et le son. Retrouvez-nous pendant tout le festival sur Binge.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast, et à très vite. À quel moment ça a merdé? C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes au Festival de Cannes, mais clairement vous n'êtes pas du bon côté. Binge.